Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Diane Rwigara a annoncé ce mercredi 3 mai sa candidature à la présidentielle au Rwanda. Fille de l'ancien financier du Front patriotique rwandais, Assinapol Rwigara, elle fera face au président sortant Paul Kagame ainsi que deux autres opposants. La journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai en République du Congo. Les journalistes réclament plus de liberté dans l'exercice de leurs fonctions. Les détails à suivre. Et puis les Bafana Bafana d'Afrique du Sud sont sans entraîneur depuis près de 4 mois suite au limogeage de Cheikh Machaba. La Fédération sud-africaine de football peine à trouver un remplaçant. Elle est la 4e candidate déclarée à l'élection présidentielle d'août 2017 au Rwanda. Diane Rwigara, fille de l'homme d'affaires et ancien financier du Front patriotique rwandais Assinapol Rwigara. Elle se présente en tant qu'indépendante. Face à elle, le président sortant Paul Kagame et deux autres opposants. Les précisions de Sharon Kamara. C'est une candidature inattendue qui vient d'être dévoilée. Diane Rwigara, la fille de l'homme d'affaires et ancien financier du Front patriotique rwandais, Assinapol Rwigara, a annoncé sa candidature à la présidence du Rwanda. Elle devient la 3e candidate indépendante et surtout la première femme à se présenter face à Paul Kagame lors du scrutin du 4 août 2017. Dans une société où on n'a pas le droit de critiquer, je suis la personne qui parle des problèmes, des vrais problèmes qui sont dans notre pays. En tant que Rwandais, on devrait avoir le droit d'exprimer nos opinions. Élu en 2003, puis réélu en 2010 avec plus de 90% des voix, Paul Kagame avait annoncé au début de l'année qu'il se représenterait pour un 3e mandat de 7 ans. Depuis son annonce, 3 autres candidats ont fait part de leur volonté d'accéder également à la magistrature suprême. Le journaliste de retour d'exil Philippe Mpayimana, le président du seul parti d'opposition, le Parti démocratique vert, Franck Habineza, et Diane Rwigara depuis ce 3 avril. Une femme relativement jeune en politique, qu'est-ce que ça signifie pour le Rwanda? Ça serait différent si c'était un autre nom. Mais je veux dire, c'est un nom de Rwigara. En quoi est-ce que le passé de son père pourrait éventuellement influencer la perception que les Rwandais auront d'elle. Âgée de 35 ans, la femme d'affaires Diane Rwigara entend combattre la pauvreté, l'injustice et défendre la liberté d'expression des Rwandais. Alors que son père a longtemps financé le FPR, notamment dans les années 90, Diane Rwigara se place en totale opposition avec les méthodes du parti. En 2015, la candidate avait pris ses distances du Front patriotique rwandais suite au décès de son père dans un accident de voiture selon la police. Une version qu'elle a toujours contestée. En augmentation constante depuis 2012 dans le golfe de Guinée, la piraterie est devenue un problème majeur pour les pays de la zone. Un rapport publié le 10 mai par l'ONG One Earth Future détaille les caractéristiques de ces attaques ainsi que leurs coûts financiers et humains. Explication Marcel Farba-Maroun. Le golfe de Guinée est devenu le point culminant de la piraterie maritime mondiale. Dans son rapport publié mardi, l'ONG One Earth Future démontre que les attaques effectuées dans cette zone ont doublé, passant de 54 incidents liés à la piraterie en 2015 à 95 en 2016. Une recrudescence qui s'explique par un changement de mode opératoire des pirates. Ces derniers privilégient désormais les enlèvements des membres d'équipage pour une rançon plutôt que les détournements de cargo. La recrudescence des attaques des pirateries maritimes pose le véritable problème de l'enjeu sécuritaire dans le golfe de Guinée. Et c'est important de le situer. Déjà en 2001, un rapport notamment des Nations Unies avait stigmatisé 2 régions. On avait le détroit dans le golfe du Yémen, non loin des côtes yéménites, avec la recrudescence des attaques terroristes orchestrées par notamment des pirates somaliens. Et également, il y avait la région du golfe de Guinée qui avait été stigmatisée. Lors du sommet sur la sécurité maritime qui s'est tenu à Lomé, la capitale togolaise, en octobre 2016, une charte contraignante avait été adoptée par une trentaine de pays et validée par l'Union africaine. La dite charte propose de coordonner les actions entre les pays du continent pour lutter contre la piraterie et les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains sur les côtes africaines. Le problème demeure toutefois particulièrement pesant au Nigeria. En effet, toujours selon le rapport de l'ONG One Earth Future, 2 tiers des attaques dans le golfe de Guinée ont eu lieu dans les eaux nigérianes.
La question nigérienne, elle est profonde parce que cela montre notamment la destruction, notamment due à les questions sécuritaires de ce qui se passe dans le nord du Nigeria, notamment avec Boko Haram, et dans le sud du Nigeria avec les mouvements armés comme le MEN, le Movement of People of Deltas, qui sont notamment des organisations, permettez-moi le terme, qui utilisent notamment des moyens parfois terroristes pour pouvoir notamment extraire du pétrole de façon illégale. Plus de 5700 km de côte, 17 pays qui s'étendent du Sénégal à l'Angola, le golfe de Guinée, situé au sud-ouest du continent africain, est devenu le centre de la piraterie maritime mondiale depuis que la situation s'est apaisée dans les eaux somaliennes. 700 milliards de francs CFA, c'est le montant que s'apprête à investir l'État béninois pour promouvoir la destination Bénin. L'annonce a été faite ce mardi 2 mai par le ministre du Tourisme. Selon Ange Nkoué, cette somme devrait permettre la réalisation de plusieurs projets, notamment la réfection et la construction de sites touristiques. À l'instar de la communauté internationale, la République du Congo a célébré ce mercredi 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse, occasion saisie pour les journalistes congolais de réclamer plus de liberté et de meilleures conditions de travail. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Salaire insignifiant ou inexistant pour certains, absence de moyens de déplacement pour d'autres, les conditions de travail des journalistes congolais ne se sont guère améliorées. Cette situation qui fragilise l'excellence du journalisme ne favorise en aucun cas la liberté de la presse en République du Congo. Le journaliste est souvent proie à la corruption, à l'achat de conscience. Un journaliste qui arrive à la fin du mois avec un enfant malade qu'il est incapable de soigner, et le politicien qui soigne l'enfant, si demain il doit écrire sur ce politicien, et croyez-moi, même si ce politicien a fait une grosse bavure, il aura du mal à les dire de manière claire. Seulement ça, vous voyez que c'est un grand frein dans l'exercice de ce métier en toute liberté. Il est difficile pour un journaliste de pouvoir vivre grâce à son salaire. Les professionnels de l'information réclament depuis plusieurs années un statut particulier loin d'être acquis. Des conditions difficiles certes, mais qui ne remettent pas en cause l'exercice de la profession librement. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté. Et on a compris que cette liberté, elle existe, elle nous est offerte et par les gouvernants, et nous l'approprions. Mais il reste que nous devrons la synthétiser, la cristalliser dans le bon sens. C'est-à-dire être des journalistes bien formés, avec le sens de pacifier et non d'inciter à la guerre. La République du Congo a été placée à la 115e place sur 191 dans le classement de 2017 de Reporters sans frontières. La nécessité de repenser les conditions d'accès à la profession de journaliste et celle de son exercice a été exprimée par le ministre de tutelle et sera évoquée lors des assises nationales de la presse congolaise qui se tiendront du 27 au 30 juin 2017 à Brazzaville. Voilà près de 4 mois que les Bafana Bafana sont sans entraîneur depuis le limogeage de Cheikh Machaba. La Fédération sud-africaine de football peine à trouver un remplaçant aux grandes dames d'une sélection de plus en plus inquiète. Clément Joël Soala. Bafana d'Afrique du Sud sont sans sélectionneur depuis le limogeage de Cheikh Machaba. Ce dernier, qui était en désaccord prononcé avec la Fédération sud-africaine de football, SAFA, depuis plusieurs mois, a été remercié en décembre 2016 pour indiscipline, mauvaise conduite et irrespect des règles fédérales. Les recherches pour trouver un nouveau sélectionneur à l'équipe sud-africaine n'ont pas encore porté leurs fruits. Nous avons assisté en tant que comité technique pour le choix. La fédération a approché certains coachs selon leurs critères pour un contrat pouvant aller jusqu'en 2021. Mais je ne sais pas ce qui bloque actuellement dans le processus. Un processus de recrutement du nouvel entraîneur pour les Bafana Bafana a été confié à Benedict McCarthy et Lucas Radebe, 2 anciens joueurs de l'équipe nationale sud-africaine. Ces derniers ont remis leur rapport à la fédération depuis début mars 2017. Ce n'est pas si simple de trouver un sélectionneur quand on sait que la plupart d'entre eux sont liés à des contrats quelque part. Avec tout cela, la difficulté d'en trouver un est réelle. Ils nous ont dit après le match de la Guinée. Alors nous attendons de voir. La Fédération sud-africaine de football ne s'est pas prononcée sur le choix du nouveau sélectionneur. Des observateurs estiment que 5 personnes prétendent à ce poste. Ce sont Hugo Broos, le sélectionneur du Cameroun, Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, le Brésilien Carlos Alberto Parreira, Stuart Baxter, l'entraîneur du Supersport United Football Club de Johannesburg, et l'Anglais Roy Hodgson. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.